Apaisement aujourd'hui au Pays Basque français et espagnol, la frontière toujours bloquée à Hendaye par les camionneurs français. La politique du gouvernement et les états-majors politiques, au Parti socialiste, les parlementaires se veulent solidaires, à la base, les militants s'interrogent. Des actes plutôt que des mots, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre soviétique des Affaires étrangères met en cause la volonté de dialogue du président Reagan. Des fruits exotiques pour soulager la sciatique. Les chirurgiens ont mis au point un traitement original pour atténuer la douleur. Madame, Monsieur, bonsoir. La pourpre et l'or, l'ombre et la lumière, du sang dans l'arène et la mort d'un homme face au taureau. Ce soir, l'actualité se fige sur le courage d'un homme et sur une image qui clôt un destin, le destin d'un matador de 36 ans, Francisco Rivera Paquiri, l'un des grands de la tauromachie, qui en Andalousie hier soir, dans la dernière corrida de la saison, a trouvé son maître. Pierre Albaladejo, qui connaît le taureau aussi bien que le ballon ovale, raconte ce dernier duel entre deux braves, l'homme et le taureau. Ça se passait à Pozo Blanco, une petite placita près de Cordoue, et il venait de faire une série de passes avec la cape, une série de Véronique, puis il termine par une média Véronique, et là le taureau, alors qu'il regardait lui, Paquiri, le public, il souriait, le taureau lui est rentré dedans, c'est le cas de le dire, et l'a perforé au niveau de la région iliaque, et Paquiri a fait un effort énorme pour se dégager de cette corne, il était empalé sur la corne droite du taureau. Et puis quand on est venu le ramasser, quand les péons sont venus, quand le médecin l'a vu venir dans l'infirmerie, sous-équipé d'ailleurs de cette place, eh bien on s'est rendu compte que c'était gravissime, qu'il avait la veine saphène et la fémorale qui avaient littéralement éclaté, et on ne put que faire des ligatures, et il n'a pas pu être opéré sur place. C'est là qu'est tout le drame, car la ligature a été faite dans cette infirmerie. La cornada es fuerte, tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir, y lo demás está en tus manos. Tranquilo. Et la voiture qui le transporta alors vers l'hôpital de Cordoue, sur les cahots de la route, cette ligature a sauté et là il s'est vidé littéralement. Donc il est mort en arrivant dans la cour de l'hôpital de Cordoue et il n'a pas pu être opéré. Paquiri était une institution, il était un garçon d'une très grande personnalité qui avait du caractère, il était batailleur, il était râleur, mais il était aussi un artiste et un garçon qui se préparait très bien physiquement, athlétiquement. Et d'ailleurs, de tous les aficionados, vous pouviez poser la question à tous les aficionados, et ils vous disaient, vous savez, le torero actuellement, qu'il ne devrait jamais mourir en piste, c'est Paquiri, parce qu'il a du recours, parce qu'il a une science extraordinaire. Et voyez, le destin a fait que nous nous serions tous trompés. En Espagne, la mort de Paquiri et les circonstances de cette mort ont provoqué une émotion telle que dans tous les journaux du pays, elle en vient à éclipser le problème basque. Après les graves incidents de la nuit dernière à Bilbao, à Renteria et à San Sébastien, la journée a été calme en Pays basque espagnol. Les 3 militants basques extradés par la France sont depuis hier soir à l'hôpital de la prison de Carabanchel à Madrid. Le numéro 2 du gouvernement espagnol a annoncé que Madrid allait continuer à demander plus d'extradition quand il y aura des possibilités légales, a-t-il dit. À la frontière à Hendaye, les camionneurs français continuent de bloquer le trafic. Leurs représentants et ceux des gouvernements français et espagnols doivent se rencontrer ce soir. Les camionneurs exigent l'indemnisation des véhicules endommagés et des mesures de protection supplémentaires pour traverser l'Espagne. En Pays basque français, malgré les échauffourées qui se sont produites hier soir à Bayonne après la manifestation nationaliste, la lassitude l'emporte sur la passion, comme l'a constaté Thierry Camus. Après l'annonce de l'extradition des 3 militants basques, 1500 personnes défilaient dans les rues de Bayonne hier soir. On attendait plus de monde, mais les autonomistes et leurs sympathisants sont de plus en plus isolés. Les incidents qui ont suivi la manifestation ont renforcé la lassitude de la population. Pendant 2 heures, une cinquantaine de jeunes gens harcelèrent les CRS, brûlant des poubelles. Mais ces tentatives ont fait long feu. Vers 22 heures, le calme revenait dans le quartier du Petit Bayonne.
La multiplication de ces violences a accéléré le changement d'attitude de la population et des notables. Par exemple, dimanche dernier, à Cibourg, le maire radical de gauche a été agressé en essayant de calmer des manifestants. Ces extraditions suscitent presque un soulagement. Eh bien, les extraditions auront pour effet, je crois, de faire prendre conscience d'abord aux sympathisants basques du coin et de faire prendre conscience aux Espagnols qui venaient ici se réfugier et qui ne peuvent pas tuer comme ça impunément. Donc je pense que pour eux, il y aura une autre façon d'agir que de tuer et de venir se réfugier dans notre coin. Oui aux idées, non aux actions violentes. Ce sentiment semble ici être partagé par tous. De chaque côté de la frontière, les Basques appartiennent au même peuple et ils ne l'oublient pas. On les accepte tant qu'ils foutent pas la merde. Il faut dire qu'il y a de la parenté ici un peu, hein, avec de l'autre côté. Mais là, ça va un peu trop loin. Hein. Le Pays basque français aspire au calme, à se remettre au travail. Les Basques en majorité veulent retrouver leur prestige touristique, gâché par les manifestations et les violences récentes. Certains seraient même prêts à adopter une attitude musclée envers les autonomistes. Mais on craint la réaction de l'ETA militaire. Après les extraditions, des attentats sont toujours possibles. L'extradition des militants basques, mais aussi le contexte économique et politique qui entoure l'action du gouvernement, autant de thèmes qui, au Parti socialiste, agitent l'état-major et troublent les militants. Les parlementaires socialistes se sont réunis pendant 2 jours à Paris et prônent la solidarité étroite avec le gouvernement. Dans son discours de clôture ce soir, le Premier ministre Laurent Fabius a insisté sur la mobilisation du parti. Patricia Charnelet. C'est donc l'accord total entre le gouvernement et la quasi-totalité des parlementaires socialistes, sur tous les choix importants, le budget, les extraditions. Vous êtes les principaux relais de la politique du gouvernement, leur a dit Laurent Fabius. D'accord, ont répondu en substance les députés, qui expliquent que la situation économique et politique justifie leur solidarité. Que nous soyons les porte-parole du gouvernement, cela va de soi. Nous nous sentons tout à fait en phase avec ce que le gouvernement veut faire, ce que le Premier ministre vient de nous indiquer. Mais que l'on puisse présenter ça comme une sorte de résignation, certainement pas. C'est au contraire une solidarité très active. Pourtant, certaines décisions gouvernementales ont provoqué chez certains élus, en tout cas à la base, un certain désarroi, notamment à propos de l'affaire des extraditions. Comment répondez-vous à cela? Non, je n'ai pas noté un grand désarroi qui pourrait être considéré comme étant important dans l'ensemble du groupe. Quelques députés se sont manifestés sur le thème en particulier que vous indiquez. Mais la très grande majorité des parlementaires sont, je le répète, en phase totale avec l'action gouvernementale. Et c'est tout à fait vrai du sujet que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire du problème basque. Si le soutien au gouvernement fait donc l'unanimité parmi les élus du Parti socialiste, les militants, eux, ont plus de mal à suivre le changement du discours, sinon de la politique du gouvernement. C'est ce qu'ont constaté Serge Misseret et Jean-François Renou en retournant à Maubeuge dans une section socialiste qui, une fois n'est pas coutume dans les partis politiques, a laissé la porte ouverte aux caméras. Christian et Philippe sont de la génération de 68, enseignants tous les deux. Quand nous les avons rencontrés pour la première fois, la gauche sortait tout juste de l'état de grâce. Un maître mot s'installait sur l'avant-scène, la rigueur. En 81, ils avaient tous voté Mitterrand. Ils ont grogné contre Mauroy, l'enfant du pays, mais ils ont suivi. Aujourd'hui, ils retrouvent leur section pour la première fois depuis les vacances. Entre-temps, il y a eu le départ des communistes, l'effet Fabius, l'accroissement du chômage. Tout un tas de copains nous disent que ça ne les satisfait pas, qu'ils s'y retrouvent plus. Bon, donc, la politique gouvernementale, je crois que c'est le premier thème qui mérite discussion. Tu relis effectivement la conception économique qu'on avait en 81 et celle qu'on met en application aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est comme le jour et la nuit, mais il y a une sérieuse différence. Hein. Mais justement, réalisme oblige. Une des causes du malaise en question, c'est oui, mais faut en parler, parce que si, effectivement, je ne crois pas qu'on arrivera à en sortir si on n'en parle pas. On n'est pas offensif, on est toujours sur la défensive. Et les travailleurs nous répondent, mais qu'est-ce que vous proposez par rapport à vos perspectives? Vous n'avez aucune perspective, vous êtes défensif. Et vous encaissez, et vous comparez la droite contre laquelle vous êtes. Et vous êtes là pour faire une autre politique de la droite, mais pas la politique de la droite. Quand bien même il y a un petit peu de sel de social-démocratie là-dedans. Ce que tu dis, c'est bien vrai que les uns et les autres, on se fait engueuler. Le gouvernement socialiste, c'est nous. Hein,
Qu'on soit militant de base, secrétaire de section, conseiller général ou député, on est tous le gouvernement socialiste. Hein? J'ai l'impression que le militant socialiste attend tout de Dieu le Père, du gouvernement, et compte les points. Alors il dira ça me va, ça me va pas, mais n'est pas à l'origine de l'initiative. Enfin, moi, ce qui me fait peur dans l'attitude du Parti communiste, c'est qu'il est parti pour le changement, et pour changer plus vite que le gouvernement actuel. Seulement, le risque qu'il y a, c'est qu'il va demander à ses militants dans les entreprises, c'est de camper sur place. Nous n'avons qu'un partenaire qui nous a lâché, c'est vrai, mais qu'il ne faut pas non plus renier, parce que nous n'arriverons jamais tout seuls à reprendre, à garder le pouvoir en 86. Moi, le centrage, j'y crois pas, parce que le canivet, si c'est ça le centre, messieurs, dames, j'enlève ma carte et puis je m'en vais à la pêche. Hein. Bref, ce n'est pas la contestation, mais il y a, comme qui dirait, un malaise. À l'évidence, les militants socialistes n'ont pas l'intention de lâcher le gouvernement, mais ils ne le suivront pas pour autant, les yeux fermés. Les élus du Parti communiste se sont eux aussi réunis à Paris sur chacun des thèmes d'actualité qui éclairent l'action du gouvernement. Ils s'écartent plus que jamais de leurs anciens partenaires socialistes. Dominique Laury. Les députés et sénateurs communistes, en général plus nuancés que la direction du parti, sont désormais sur la même longueur d'onde que le comité central. Au cours de ces journées parlementaires, la politique du chef de l'État et le comportement du PS furent taillés en pièces. Rien ne trouve grâce aux yeux des élus communistes. Ni le nouveau plan contre le chômage des jeunes, ni l'extradition des Basques espagnols, ni la politique économique, ni le budget 85. Nous proposons de trouver l'argent qu'il faut pour les budgets civils, pour l'emploi, pour la croissance économique, sur les privilégiés de la fortune et du capital. Nous avons fait des propositions très réalistes, très raisonnables même. Alors évidemment, nous tiendrons compte de l'accueil qui sera fait à ces propositions pour notre vote final. Pour le moment, il est trop tôt pour dire ce que nous ferons. Vous ne pouvez pas dire actuellement si, dans l'État, ce budget sera voté par le groupe communiste. En l'État, non, évidemment, car il ne répond pas, à notre avis, à ce que doit être un budget aujourd'hui dans la situation de crise, c'est-à-dire un budget qui fasse avancer la justice sociale et fiscale et encourage l'emploi et le pouvoir d'achat. Pour le moment, il ne le permet pas. André Lajoigny doit rencontrer lundi prochain son homologue socialiste, André Biardon, à la demande de ce dernier, pour discuter justement du projet de budget 85. Une petite phrase à relever, la réplique de Charles Fitterman, l'ancien ministre communiste des Transports, au propos que tenait hier soir dans ce journal le Premier ministre Laurent Fabius sur l'approbation donnée par les ministres communistes à l'époque à la définition de la politique gouvernementale en matière d'extradition, il y a 2 ans. Ni moi, ni mes collègues communistes n'avons approuvé en 82 une décision qui s'appliquerait en 84, réplique Charles Fitterman, ce qui ajoute, si on doit mettre sur la place publique ce qui se dit au Conseil des ministres, il faudra aller jusqu'au bout, a-t-il dit. De petites phrases en petites phrases, Raymond Barre, qui s'adressait hier soir aux parlementaires UDF à Cannes, a donné un nouvel aperçu de sa verve, une verve qui accompagnait un discours de fond sur la cohabitation éventuelle de l'opposition avec le chef de l'État en cas de victoire aux législatives de 86. Oui à la décrispation, a dit en substance M. Barre, non à la ratatouille politicienne, non à la cohabitation. Jean-Louis Le Cannes, à l'heure de Raymond Barre. Tous les débats de ces 3 journées parlementaires ont été occultés par la présence de l'ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, par ses prises de position sans complaisance et sans appel. Avec au programme la fameuse cohabitation envisagée entre un Premier ministre de droite élu en 86 et un président de gauche. Jean-Claude Gaudin et Jean Le Canuet avaient dit oui, la doctrine giscardienne. Raymond Barre, lui, a persisté et signé dans son refus. Je vous avoue que je ne vois pas comment il serait possible, sous la Constitution de la Ve République, de passer par profits et pertes le président de la République, qui dispose de pouvoirs propres, dont le droit de dissolution, et par conséquent, je ne vois pas comment la cohabitation ne conduirait pas inéluctablement au compromis. Ce serait, à mon avis, le retour à la 4e République, à l'impuissance et au déclin. Mes chers collègues, nous devons dès maintenant ne connaître qu'un seul mot d'ordre: gagner avec tous nos collègues de l'opposition les élections législatives de telle sorte
que le pouvoir reçoive un désaveu franc et massif et qu'il ne lui reste plus, par probité et par dignité, qu'à en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire se retirer. Cette querelle de forme recouvre en fait une querelle de fond. Raymond Barre, hier soir, a épousé encore un peu plus son rôle de présidentiable. Il sait qu'il doit se positionner dès maintenant alors que le temps joue pour Valéry Giscard d'Estaing. Fait significatif, hormis Michel Dornano, tout le clan des Giscardiens a boudé ces journées. Des journées au cours desquelles sont passées au second rang les discussions de politique étrangère ou de politique économique et même le débat serré sur l'immigration et l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen a beau avoir obtenu dans la région des scores impressionnants de 21 à 25% des voix, les parlementaires UDF dans leur ensemble ne semblent pas trop inquiets pour le moment. Après l'annonce hier en Conseil des ministres des mesures pour promouvoir l'emploi et la formation des jeunes et le plaidoyer que faisait ici même le Premier ministre pour mobiliser les Français dans la lutte contre le chômage, Laurent Fabius est allé sur le terrain aujourd'hui signer dans l'Isère le premier contrat de jumelage entre un lycée et des entreprises locales. Christian Maribonneau. Le lycée d'enseignement professionnel de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère est jumelé depuis ce matin avec 4 entreprises industrielles de la région. Le Premier ministre a tenu à signer lui-même ce premier contrat entre écoles et entreprises. Une démarche qui confirme donc la politique en faveur des jeunes. Il doit permettre de mieux adapter l'enseignement aux besoins économiques. Des jeunes ayant une bonne formation auront plus de chances de trouver un emploi. Deuxième série de mesures annoncées hier, les travaux d'utilité collective. Ils sont proposés aux jeunes chômeurs, mais les jeunes accueillent avec scepticisme ces nouvelles propositions. Disons que c'est mieux que de rester chez soi, c'est sûr. Parce que bon, à gamberger tout le temps, bon, on n'a pas le moral, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est mieux de faire quelque chose. Bon, on a un peu l'impression de se rendre utile. Mais d'un autre côté, quand on voit plus loin, quoi, au-delà des 6 ou 12 mois de ce contrat, ça nous donne rien après, quoi. Après on retombe dans le chômage, pareil. Donc pour l'avenir, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. C'est pas si après je veux rentrer, si après je trouve un travail, l'employeur je lui dis que j'ai fait ça. Bon, je pense pas que ça va faire valoir quelque chose pour trouver du travail. Mais... C'est cette idée 18, 20 ans, 21, c'est plutôt l'âge où on a la possibilité de faire un stage. C'est pas l'âge où on peut passer, où on cherche à passer du temps, c'est un âge où on voudrait surtout trouver un emploi qualifiant, enfin un stage qualifiant, un stage de formation. Ça, c'est plutôt un stage, une occupation pour moi. Le caractère novateur des mesures gouvernementales ne sont donc pas très bien perçus par les jeunes. Ils craignent que ces travaux d'utilité collective ne les préparent en fait à aucun métier sérieux. Ils reconnaissent cependant que le gouvernement se penche sérieusement sur leur avenir, mais ils attendent du concret. L'activité de la régie Renault, toujours enrayée par des mouvements de grève au moment où doit sortir la nouvelle Super 5. La situation s'est durcie aujourd'hui à Sandouville. Geneviève Moll. Si à Billancourt et à Flins, les usines ont tourné normalement, il y avait 30% de grévistes à Douai, 50% à Cléon et l'usine de Sandouville est ce soir complètement bloquée. Ce matin à Sandouville, la direction a dû reporter le comité d'établissement devant la pression des grévistes. Cet après-midi, des barrages ont été dressés en amont et en aval de l'usine, empêchant la seconde équipe de regagner ses postes de travail. Apparemment, la CGT, plus dure dans ce conflit que la CFDT et FO, semble vouloir étendre le mouvement en employant des méthodes radicales. Les 2 sidérurgistes de la Chière, incarcérés depuis vendredi dernier pour détention d'explosifs, viennent d'être libérés. Ils restent inculpés et devront comparaître devant le tribunal correctionnel. Suivez le bœuf, son prix va baisser. Le ministre de l'économie et des finances s'étonnait il y a un mois de la baisse des cours à la production qui n'était pas répercutée sur les prix de détail. La Confédération nationale de la boucherie annonce aujourd'hui que tous les morceaux vont baisser au minimum de 1% et qu'en ce qui concerne le bœuf, grâce à des actions de promotion, la baisse moyenne devrait être de 2%. Le dollar était à la baisse aujourd'hui sur tous les marchés. À Paris, la devise américaine a coté 9 francs 29. Les mouvements du dollar coûtent cher à notre économie. Selon un rapport publié aujourd'hui par la Banque de France et le ministère de l'économie, la hausse du dollar a accru à elle seule l'an dernier le montant de la dette extérieure à long terme de 11,3%.
Le fait du jour à l'étranger est le discours très musclé que le chef de la diplomatie soviétique, Andrei Gromyko, a prononcé tout à l'heure à New York devant l'Assemblée générale des Nations unies. En réponse aux propositions de dégel faites il y a quelques jours par le président Reagan, Andrei Gromyko affirme qu'elles ne seront crédibles que lorsque les actes suivront les mots. Pourtant, une nouvelle fois aujourd'hui, le numéro 1 soviétique, Konstantin Tchernenko, jouait lui la conciliation. Georges Bortoli. M. Tchernenko recevait hier pour ses 73 ans l'ordre de Lénine des mains du maréchal Oustinov, ministre de la Défense. Il en a profité pour déclarer « Les pays capitalistes trouveront toujours en l'Union soviétique un partenaire honnête et bienveillant ». C'était la deuxième fois en 2 jours que M. Tchernenko adoptait à l'égard de l'Occident un ton plutôt conciliant. On en a conclu qu'à défaut d'amélioration précise, l'atmosphère commençait à changer. Contre-épreuve, le discours prononcé cet après-midi aux Nations Unies par M. Gromyko. Contre-épreuve un peu décevante, puisque le responsable de la politique étrangère soviétique s'est montré plus froid que son patron, M. Tchernenko. Il a demandé que les États-Unis mettent d'abord leurs actes en conformité avec leurs paroles, façon de dire que les récentes propositions du président Reagan ne lui inspiraient pas confiance. Je vous rappelle que demain, M. Gromyko doit rencontrer justement le président Reagan et cette froideur qu'il marque est évidemment destinée à mettre M. Reagan en position de demandeur, puisque M. Reagan, lui, ces jours-ci, s'est montré franchement conciliant. Le secrétaire d'État américain George Shultz se déclare ce soir triste et déçu par le discours de son homologue soviétique. Voilà 10 jours que notre ami Jacques Abouchar est prisonnier en Afghanistan, prisonnier des forces soviéto-afghanes. Le comité de soutien constitué autour des grands noms du journalisme, dont je vous annonçais avant-hier la création, ce comité a déjà reçu en 24 heures plus de 2000 signatures et nous vous en remercions. Il faut continuer car au-delà du sort de Jacques Abouchar, c'est le droit même à l'information qui est en cause, comme l'explique le président du comité de soutien, Denis Perrier-David. C'est la voix des hommes sans voix. Le journaliste, c'est le témoin qui va pour écouter, pour voir et pour noter, et pour voir ce qui se passe. Et par conséquent, celui qui a quelque chose à cacher, pour lui, le journaliste, c'est celui par qui le scandale arrive. Celui qui, au contraire, désespère se voir rendre justice, c'est au contraire l'ultime recours, n'est-ce pas? C'est ça, je crois, dans l'esprit politique, il faut que le public ait bien conscience de ça, c'est que nous ne sommes pas scandalisés parce qu'un des nôtres est en difficulté, en danger actuellement. Le danger, c'est le métier, c'est notre métier de reporter, mais nous sommes inquiets de voir qu'on veut fermer la bouche, qu'on va empêcher de voir à quelqu'un dont c'est précisément le métier et qui est là pour faire son métier. Je vous rappelle l'adresse du comité pour la libération de Jacques Abouchar, 33 rue du Louvre, dans le 2e arrondissement à Paris. Au Tchad, les autorités françaises marquent une pause dans l'opération de retrait. On attend en effet la preuve que les Libyens ont bien commencé à évacuer leur propre position. Selon le ministre tchadien de l'Information, aucun mouvement libyen n'a été constaté dans le nord. Les observateurs prévus par l'accord franco-libyen ne sont toujours pas sur le terrain. Les fruits exotiques ont toutes sortes de vertus, les médecins en sont maintenant convaincus. C'est ainsi que la papaye, ce fruit au goût douceâtre qui ressemble au melon, la papaye est utilisée depuis quelques années dans le traitement de la sciatique. Les chirurgiens l'injectent en extrait pour soulager les douleurs les plus rebelles. Lucie Seboul et Roland Tourte. Dans la plupart des cas, on sait venir à bout d'une sciatique grâce aux médicaments et au repos. Quand la douleur subsiste, il fallait jusqu'à présent opérer. Mais aujourd'hui, on dispose d'une technique moins traumatisante, le dernier espoir pour beaucoup de malades. J'ai fait trop de crises à répétition, alors j'espère pouvoir remarcher comme avant. Je veux dire, plus avoir cette douleur dans la jambe, c'est surtout ça. Cela ne nécessite qu'une anesthésie locale pratiquée ici grâce à l'acupuncture. Très souvent, les véritables responsables de cette douleur qui se diffuse derrière la jambe, de la fesse jusqu'au mollet, ce sont les disques de certaines vertèbres du dos. Ils font pression sur le nerf sciatique et créent ainsi la douleur. L'astuce consiste alors à diminuer le volume de ces disques en injectant un remède inhabituel, de l'extrait de papaye. Premier temps, on place des aiguilles dans les disques trop volumineux, on vérifie leur position grâce à la radio. Second temps, on prépare l'extrait de papaye. Il ne reste plus qu'à injecter. Durée de l'intervention à peine 1 heure, mais attention,
c'est parfois douloureux. Et il faut surtout bien poser le diagnostic. Ce traitement s'adresse essentiellement aux gens qui sont porteurs d'une douleur dans la jambe, c'est-à-dire qui est due à l'irritation d'une racine du nerf sciatique par la hernie discale. Et non pas du tout aux gens qui ont des lombalgies chroniques, par exemple. On peut se lever quelques jours après, mais éviter tous les mouvements dangereux ou douloureux, c'est la condition indispensable pour récupérer. Quand on se lève d'une chaise, il faut bien penser à se mettre en avant. Quand vous voulez ramasser quelque chose, vous devez absolument plier les genoux. Enfin, il y a des tas de petits gestes comme ça qu'il faut apprendre et ça doit devenir un réflexe. 40 000 personnes ont été ainsi soignées dans le monde. En France, depuis 6 ans, 2000 patients ont été traités avec en général 80% de succès. La papaye a encore un bel avenir devant elle. La musique a aussi son salon. Il se tient à Paris en ce moment au Parc Floral jusqu'au 30 septembre et il prouve l'engouement, la passion des Français pour la musique. Une passion qui peut commencer tôt si l'on en juge d'après le succès des conservatoires de musique qui accueillent plus d'1 500 000 enfants. À l'école, en revanche, la musique n'est pas toujours bien traitée. Monique Atlan. Alors, qui est-ce qui joue du piano? Du violon? La guitare? Et toi, qu'est-ce que tu joues? De la flûte traversière. Au conservatoire d'Aulnay-sous-Bois comme ailleurs, le piano joue et gagne. Premier parmi tous les instruments de musique. Mais au-delà du piano, c'est aujourd'hui en France toute la pratique et l'enseignement de la musique qui bénéficient d'une attirance de plus en plus grande de la part des jeunes. Actuellement, près d'1 500 000 enfants sont inscrits dans 3000 écoles de musique, parmi lesquelles on compte 120 conservatoires nationaux. C'est clair, quelque chose a changé. Au début, on a eu des élèves qui venaient un petit peu partout, ils ne savaient pas pourquoi ils venaient là, c'est parce qu'il y avait une animation quelconque, genre garderie ou, bon, pourquoi pas la musique. Donc on avait un recrutement qui n'était pas très concerné. Et puis, petit à petit, ça s'est fait, de bouche à oreille, et puis il y a eu des concerts organisés. Et les gens savent maintenant pourquoi ils viennent. Aujourd'hui, fini l'image de l'enfant qu'on force à réciter son solfège. Ce sont eux-mêmes qui choisissent de venir à la musique. Pourquoi tu as choisi de faire du piano? Parce que j'avais déjà deux grandes sœurs qui faisaient déjà de la guitare et j'ai pas voulu choisir de la guitare. Pourquoi avez-vous eu envie d'inscrire votre enfant dans un conservatoire? Je n'ai pas eu envie, c'est Cécile qui a voulu d'elle-même. J'ai inscrit son frère, elle avait 5 ans à l'époque, elle a demandé à suivre des cours d'éveil musical. Bon, après ça s'est fait tout seul. Pour son instrument, elle a tenu absolument à faire du violon, contrairement à... Nous ne l'aimions pas tellement, mais enfin elle a voulu et... que ça ne me pose aucun problème. Et vous pensez qu'une heure de musique, c'est aussi important qu'une heure de mathématiques? Ah oui, d'ailleurs les deux sont liés. De quelle façon? Je trouve qu'un enfant qui fait de la musique est plus apte, du point de vue mental, pour les maths. Changement de mentalité évident. Reste qu'à force de tourner à plein régime, les conservatoires se retrouvent parfois débordés. Au bureau d'inscription, les listes d'attente s'allongent, car cette forte demande de musique fait face à un goulot d'étranglement qui tient à la définition ambiguë des rôles respectifs de l'école et du conservatoire en matière d'éducation musicale. C'est vrai que c'est des établissements qui ont mission, vocation de former des praticiens de la musique, des praticiens amateurs bien entendu, mais aussi des praticiens professionnels, sont obligés de dispenser un enseignement d'initiation de tout premier degré et qu'ils vont finalement de la maternelle à l'université. Alors pourquoi sont-ils obligés de le faire ? Alors, ils le font parce qu'effectivement, l'enseignement général dans notre pays a pris un certain retard qui est en train d'être comblé par la formation de musiciens intervenant en milieu scolaire, par la réforme aussi de la préparation des maîtres pour l'enseignement primaire, mais tout cela prend du temps. C'est en tout cas à ces seules conditions que les enfants pourront bénéficier du conservatoire dans toute son efficacité pour ensuite venir rejoindre le lot des 5 millions de Français amoureux de la musique qui pratiquent déjà un instrument. Les résultats du Carté qui s'est couru à Maison Lafitte aujourd'hui, le 4, le 14, le 15 et le 7, 5 francs placés dans l'ordre rapportent 115 368 francs et dans un ordre différent,
8 960 francs. Et maintenant, Laurent Boussier va nous parler du temps de demain. Oui, il ne faut pas se plaindre puisque nous revenons petit à petit à un temps de saison, un temps normal en automne. Regardons tout de suite la photo satellite. Encore une fois, la dépression centrée au large de l'Irlande dirige sur toute l'Europe une importante perturbation qui va aborder dans la nuit les côtes de Bretagne avant de recouvrir demain toute la moitié ouest du pays, des nuages et de la pluie que l'on retrouve sur la carte du temps prévue. Voici la situation pour le milieu de la journée, avec surtout l'est du pays, le bassin méditerranéen et la Corse, un temps ensoleillé et doux. Sur tout l'ouest du pays, un temps beaucoup plus nuageux, couvert avec même de la pluie, des pluies qui deviendront orageuses sur l'ouest du Massif central et sur les Pyrénées. Enfin, en soirée, quelques éclaircies reviendront sur la Bretagne. Les pressions sont stationnaires, les températures sont en hausse. Regardez, un minimum de 15 degrés à Langres, mais une moyenne sur la moitié nord de 18-19 degrés. Et sur la moitié sud, elles sont presque toutes supérieures à 20 degrés, sauf à Clermont-Ferrand, avec quand même un maximum de 24 degrés à Nice. Nous revenons à des températures de saison. Demain, c'est le vendredi 28 septembre, c'est notre agenda. Soleil se lève à 7h45, se couche à 19h36. C'est la Saint Venceslas, qui est le patron de la Tchécoslovaquie, c'est important. Oui, et demain c'est aussi l'anniversaire de Brigitte Bardot. Bon anniversaire Brigitte. À 23h25, Jacques Ségui vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30 c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.